Les Instigateurs, podcast numéro 72. Aujourd'hui, on vous parle du shift vers les nouveaux médias. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's up, my man? Not much. En train de filtrer un peu la rencontre qu'on a après cet enregistrement. Les gens, les mentorés commencent à nous feeder leur bilan. Fait que je faisais 2-3 choses en même temps. Je reviens présent dans le moment. Donc, je suis 100% pour vous, cher auditeur. Comment tu vas, toi? Ça va bien, man. Ça va bien, ça va bien. J'ai été fuelé par notre discussion de la semaine passée là, sur les nouveaux médias, sur Clubhouse aussi, qui est encore en découverte. Évidemment, la chose que je dis que ça me tente pas de faire, toi, t'accroches dessus. Comment est-ce que oh man! So Mathieu poste une affaire sur Facebook la semaine passée à propos de Clubhouse. Arrêtez de m'envoyer vos... Comment t'as dit ça? Arrêtez de m'envoyer vos invitations Clubhouse. Je n'aime pas les épices. Là, juste à mon chose, oui. Peux-tu me garantir que ton son enregistre encore parce que moi, je vois un beau flatline? Non, je suis bon. J'enregistre. Moi, je vois pas de flatline. Je vois du... Ouais, je pense qu'on est alright. Mais... puis ton chum répond « Oh, toi pis ton Clubhouse! » Pour vrai, j'ai reçu genre 12 invitations en 2 jours. J'étais comme « Give me a break! » C'est ça, ce qui a sparké vraiment, moi, ma curiosité ou ma réflexion par rapport aux nouveaux médias. Tu sais, on était comme « OK, si on va en Clubhouse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte un espèce de genre de membership ou est-ce qu'on peut se rencontrer sur Clubhouse et puis c'est un genre de fireside chat privé avec qu'on fait de façon régulière et puis que tu payes un membership annuel ou un membership mensuel pour faire partie de ce petit club-là. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose par rapport aux nouveaux médias et la façon dont on consomme, si tu veux, de l'information et de l'entertainment, aujourd'hui en 2021. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que on peut charger 20-30$ par mois pour un membership exclusif comme ça, même plus. Là, il y en a qui sont beaucoup plus chers que ça. Oui. Et comment je pourrais dire ça? Alors qu'avant, les memberships que tu payais, c'était quoi? Ton abonnement aux télévisions par câble. T'en avais 3 au maximum, that's it. Là. C'est ça, là, tu sais, t'avais pas grand-chose. T'avais ton cable TV, t'avais ton abonnement à ton magazine favori, et puis... La Maison Columbia, that's it. Columbia House, tu sais. Tellement du bon marketing, Columbia House, by the way. Le Dollar Trial de Columbia House. Offrir tellement il y a tellement des gold nuggets de marketing avec Columbia House. C'est une valeur qui n'ont pas réussi à se transitionner, si tu veux. Ils ont eu le syndrome du blockbuster, là, où ils n'ont pas réussi à se transitionner. C'était tellement en avance sur le marché, là. C'était forward thinking en Christ, là. Je me souviens de mon premier album commandé, South Side of Heaven de Slayer. J'avais 6 ans parce que mon père avait le droit à 2 ou 3 albums par commande. J'étais comme, dude, c'était un modèle d'affaires tellement avant-gardiste. Moi, j'étais en beau tabarnak parce que moi, je pouvais pas, sur l'île, on recevait pas Columbia House. On pouvait pas recevoir Columbia House. Ça fait que je voyais toutes les annonces, genre dans les magazines, tout, le Dollar Trial, puis je pouvais pas me faire livrer, mais c'était combien? C'était quoi? C'était combien 10 CD pour 1$? Ah, je sais, non, c'était non, c'est moins que ça. Ça revenait plus cher que ça par CD, mais c'était quand même abordable. Je peux pas dire c'est quoi, j'ai jamais payé pour. C'était mon père qui payait pour. Qu'est-ce qu'était le Dollar Trial? Il y avait tu payais 1$ et puis c'était un certain nombre d'albums ou peu importe. J'ai en tête qu'on en recevait 3, nous autres, par batch, me semble. Ça se peut, ça se pourrait. Mais tu sais,
la grosse leçon marketing là-dedans, c'est offre irrésistible dès le départ. Tu connais ton average customer value, puis comme c'est as many people as you. Puis après, c'est des défis logistiques, mais après, c'est comme. Ils ont tellement printé d'argent, Columbia House. Puis là, tu te disais comme, mais là, comment est-ce qu'ils font de l'argent en vendant X nombre de CD pour une pièce, tu sais. Mais regarde, écoute, c'était un membership, t'as acheté ton CD, ils connaissaient leur average customer value, puis c'était, oh man, c'est tellement une belle leçon marketing, si tu veux, pour... Après, il y a eu de l'abus sur le dollar trial comme hardcore. Là. C'est de valeur, par exemple, parce que j'aime beaucoup le dollar trial où c'est comme, il y a cet investissement financier-là, même qui est minime, donc qui amène quand même un certain engagement. Juste le fait c'est juste pour avoir ta carte au final, là, that's it, exact. Mais tu sais, que t'as déboursé tant. Mais après, tu peux goûter, puis si t'aimes ça, tu sais, tu continues. I like that. Là. Moi, puis le problème, c'est que ça a tellement été abusé, encore une fois, par des marketeurs, puis par des shady marketers, où tu t'allais à un dollar trial, puis tu pouvais plus, non, tu pouvais plus, genre, comme canceller ton abonnement, qui était de dollar trial, et ensuite $237 par mois, genre Appeler chez Visa pour qu'ils annulent tout prélèvement d'une compagnie, c'est arrivé. Là. Mais à cause de tout ça, c'est à cause de ça que Visa Mastercard a commencé à vraiment se pencher là-dessus, puis que le dollar trial maintenant, ou même le free trial, est super difficile à... Ça n'a plus l'impact que ça aurait pu avoir. Ça, là. Fait que mais c'était un bon... j'aimais beaucoup ça, mon niveau marketing. On l'avait beaucoup fait, nous autres, ça, sur les upsells, admettons, avec les cookbooks, quand on avait des memberships, que ce soit au niveau... tu sais, par exemple, on avait Cookbook of the Month avec Muscle Cook. Donc, tu avais le cookbook, tu acheté dans le cookbook, mais après, on disait, OK, ben regarde, pour tant par mois, tu payes $1, puis on te donnait un bonus, vraiment à la Clubhouse, à la Columbia House. Tu payes une pièce, on te donne ton premier cookbook, plus on te donne ce bonus-là, puis ensuite, le membership était $14,95 par mois. Puis tu avais un cookbook avec des nouvelles recettes, puis des meal plans chaque mois. Fait que ça, dans le fond, le monde continuait. Puis à un moment donné, on avait comme pas mal de monde sur ce membership-là. Là. Mais le modèle, après, c'est comme je considère ça, c'est soufflé au fil du temps parce que beaucoup, beaucoup plus de monde shitty se sont appropriés ce modèle-là. Mais c'était vraiment le début, je te dirais, du multi-membership. Tu sais, où maintenant, tu regardes 10 ans passés versus toi maintenant, tu sais, combien de membership que tu as maintenant? Que ce soit sur des SaaS. Même plus, je pourrais pas te le dire parce que ça passe tout sur ma carte de crédit puis je les vois plus aller. C'est ça, tu sais, tout ce qui est SaaS, donc Software as a Service, toute la démocratisation ou la digitalisation des canaux d'entertainment. Donc, tu as HBO, puis maintenant, c'est plus HBO parti du... Il faut que tu aies le cable pour avoir HBO. Maintenant, c'est tout HBO Online. iTunes, tu peux même payer par épisode, tu comprends-tu? Fait que c'est tellement rendu le fun, la façon dont les médias, les nouveaux médias ont changé la game complètement par rapport au membership. Overall, j'ai l'impression qu'on paye plus cher, mais on a un service qui est beaucoup plus personnalisé pour ça et les gens sont prêts à payer plus pour de la personnalisation. Tu payes plus cher, mais au moins tu sais que le produit que tu en retires est beaucoup plus aligné avec tes intérêts. Je veux dire, puis c'est une des raisons pour laquelle, moi, je veux dire, j'ai débranché la TV, moi, ici, parce que justement, pour juste pouvoir écouter la lutte, ça me revenait à 80$ par mois. Parce qu'il faut que tu ailles le kit de base, le décodeur. Si tu peux pas avoir juste Sportsnet, il faut que tu prennes l'ensemble sport. Puis l'ensemble sport, il n'y a pas Sportsnet. Faut que tu prennes l'ensemble sport plus après. J'étais comme, j'aime ça la lutte, mais pas tant que ça non plus. Là. Ça va être correct. Là. Mais tu sais, c'est justement là où les grosses compagnies de diffusion se sont tirées dans le pied un petit peu, c'est qu'ils ont tellement surfé pendant longtemps, ils sont devenus confortables, ils ont tellement surfé longtemps sur le fait que, tu sais, t'avais quoi? T'avais Rogers puis Bell. Tu sais, dans le fond, t'avais quoi? T'avais Rogers Cable ou Bell Express View. Tu sais, t'avais le satellite ou vous autres, vous avez... il y a Vidéotron, là, quand même, qui passe pas mal la gratte, là. Mais... C'est ça, Vidéotron, vous autres au Québec, mais nous autres, au Nouveau-Brunswick, c'était Rogers Cable ou télévision satellite. C'est tout ce que tu avais, tu sais. Après, ils sont venus avec différentes offres, mais nous, la même chose, man. Je me rendais compte que je payais 100 piastres par mois juste pour avoir le hockey des Canadiens, tu sais, pendant la saison, là. Puis je payais parce qu'il y a une couple d'années, ils n'ont pas fait les séries, là, tu sais, je veux dire. Fait que ça commençait à me coûter cher par game de hockey, là. Ben, c'est ça, exact. Puis maintenant, RDS ou même TVA Sport, comme tu t'achètes NHL Center Ice, puis tu peux l'avoir directement sur ta télévision intelligente. Man,
ça a complètement changé la game, tu sais. Puis la façon dont maintenant le téléphone, par exemple, tu sais, la téléphone et la nouvelle télévision, kind of thing. C'est vraiment, il y a un shift au niveau des médias où on consomme moins de télévision, mais on consomme énormément plus de... La seule TV qu'on consomme ici, c'est l'application Télé-Québec pour Passe-Partout. That's it, là. Sinon, le reste, c'est du Netflix, c'est du YouTube. Ouais. Fait que... Puis toi, pareil, est-ce que mettons, est-ce que tu regardes différentes séries? Comment est-ce que tu consommes tes séries, toi? Ah, j'écoute pas tant la TV. Moi, c'est quand j'écoute la TV, c'est quand Marie lève la main. Puis, tu sais, on parlait de membership. J'ai découvert récemment que j'avais accès à Prime. J'ai jamais pensé à ça, Amazon Prime, sur le volume, sur le volet TV, mettons, série. Là. Alors, on trouvait rien sur Netflix. Puis j'étais comme, non, Chris, c'est vrai. Je paye depuis longtemps pour mon Amazon Prime. Puis il y a cet élément-là qui est direct dans ma TV, moi le prendre. Fait que c'est purement Internet, that's it, là. Parce que dans le fond, je recommande chaudement la série The Boys. C'est fucked up et j'adore ça. Ben, c'est ça, parce que est-ce que tu avais Amazon Prime comme déjà à la base, puis tu savais pas que tu avais ton Amazon Prime Video avec ça? Exactement, c'est ça. J'avais le Prime pour juste commander mes affaires. J'étais comme, je le vois sur la TV. Je suis comme, ah, c'est vrai, je paye pour ça. Moi, l'essayer. Fait que, il y a des memberships qu'on sait pas. Moi, ça a été c'est ça que je ne savais pas non plus, jusqu'à temps que je me suis rendu compte que, OK, je vais prendre Amazon Prime pour le shipping, puis c'est ça qui a poussé ma décision. C'est comme, ah, fuck, j'ai ça aussi. Puis, le bonus est là. Pour eux autres, ça leur coûte pas beaucoup plus cher, mais Amazon rentre un membership. Encore une fois, comment c'est, 14,95 ou je me souviens plus quoi c'est. Je le sais même pas. Je pense que je le paye annuellement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu payes ton Amazon Prime puis t'as ça. Mais même à ça, quand tu regardes au niveau de l'advertising, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde qui pense que, faut acheter du print media, faut acheter du radio air, faut acheter des annonces télévision, puis le coût de ces annonces-là versus ce que tu peux faire sur des plateformes digitales, comme ça change complètement la game par rapport à ce qui doit être fait. Puis c'est sûr, quand on parle, on run des online business, fait que pour nous autres, c'est comme normal, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, ils ont encore les deux sons de cloche de la vieille école qui est comme traditionnelle, qui comprend pas nécessairement la nouvelle façon de faire, versus les nouveaux médias et puis les personnes qui vont advoquer pour. Ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut se poser comme question, c'est où est-ce que les gens ont leur attention? Sur quel device les gens ont leur attention? Puis dans certains cas, le marketing traditionnel fonctionne encore bien. C'est juste faux. Tu peux l'utiliser encore les canaux traditionnels, mais tu ne peux pas les utiliser de la même façon qu'avant. Tu sais, moi, un élément qui me mindfuck bien raide, c'est l'incapacité, exemple, à l'industrie automobile de s'ajuster. Je comprends que pour eux, le premier canal va encore rester TV et radio. Surtout, tu écoutes la radio ou dans ton char. Fait que c'est normal de te rendre compte que t'haïs être assis dans ton char qui pue le gaz, qui fait du bruit. C'est correct, je comprends. Mais le fait que les annonces sont encore produites de la même façon quasiment qu'au début des années 2000, c'est là que je suis comme, il y a une perte d'opportunité ici, là, ça fonctionne pas, là. Ouais. Non, il y a ce côté-là, je pense que c'est justement des industries, puis c'est pour ça que ça a été disrupté, par exemple Tesla qui a disrupté beaucoup ça, c'est que même le Cybertruck, qui a jamais été, combien de dépôts de Cybertruck ont été faits comme des années avant que le Cybertruck soit même produit, tu sais. C'est de créer ce buzz-là, de créer ces opportunités marketing-là que d'autres ne font pas, tu sais, je veux dire. Et puis mais pour en revenir aux nouveaux médias, puis à la façon aussi d'utiliser peut-être des vieux médias, même du print media, c'est de l'utiliser de façon très contextuelle. Moi, j'adore, par exemple, envoyer des physical, comme des lettres physiques à des bons clients ou à des bons prospects. Tu leur envoies une lettre avec une handwritten note, quelque chose qui est très personnalisé, là. Man, on reçoit plus de courrier à cette heure, puis on reçoit de moins en moins de trash mail, parce que les annonces se font beaucoup, beaucoup moins par circulaire ou par petite annonce que tu as dans ta boîte aux lettres. Donc, quand tu reçois quelque chose, puis même les bills, les factures sont quasiment toutes électroniques. Donc, quand tu reçois une note à la main, quelque chose, il y a une impression qui est là. Tu es plus perdu dans la masse
Fait qu'il y a une façon de leverager, si tu veux, les anciens canaux, mais je pense que ça passe par un élément de personnalisation et puis je dirais, d'attention particulière et non pas juste de mass market. Puis même à cette heure, quand tu regardes même est-ce que vraiment, dans les nouveaux médias, tu dois aller mass market? Non, il faut vraiment que tu ailles complètement niché où tu as la capacité maintenant d'aller chercher des groupes d'intérêt, d'aller chercher des personnes avec tel profil, que ce soit démographique, psychographique, que tu n'as jamais eu auparavant. T'sais. Fait que ça a complètement changé la game. Et puis, le fait de maintenant, ce qui m'a été, c'est qu'on puisse charger un 30-40$ par mois pour un groupe Clubhouse qui est comme dans le fond l'échange de knowledge, si tu veux, privé dans un groupe privé, et versus ce que tu payes, admettons, pour du Netflix à grande échelle qui est comme, quoi est-ce qu'il y a Netflix? 14-15$ par mois, whatever, avec des productions qui est là. Là, tu as du mass volume, mais comme le problème, c'est n'essayez pas nécessairement de compéter avec du Netflix. Allez chercher justement vos niches ou ce qu'elles sont. Puis c'est là que tu peux faire vraiment du très contextuel avec tes. Mais tu sais, ça encore, moi, je suis capable de le comprendre. Justement, on parle de Clubhouse, on parle de OnlyFans, on parle de Patreon. De monétiser quelque chose pour un accès de l'exclusivité. Comme, I get it. Je trouve ça très cool. Le bout qui ne me rentre pas encore dans la tête, mais le pire, c'est que je suis moi-même un consommateur, là. C'est tout le volet Twitch, admettons. De genre, t'as accès au feed, là, mais le monde va juste te donner de l'argent parce qu'ils ont le goût de te donner de l'argent, là. Ouais. T'imagines comment c'est rendu next level dans le type de canal de distribution de contenu, de dire, moi, je mise sur moi, là, de juste, je vais me diffuser en train de jouer à des jeux vidéo, en train de faire du cosplay, en train de juste jaser avec le monde, puis, le monde m'aime bien quand il y a 5$, il y a 10$, il y a 5000$. C'est comme, tabarnak. Tu sais, il y a des grosses donations qui se donnent des fois, puis je suis comme, les personnes le font sur une base purement volontaire, sans aucun produit clair de redonner, là. Ouais. Fait que je suis comme, quand on dit l'argent est difficile à aller chercher, l'argent est là, si tu te prends de la bonne façon. Bon, oui, mais ensuite, c'est pas facile. Comprends-tu? La personne qui a reçu 5000$ dans son compte Patreon parce qu'il a produit c'est parce qu'il a produit du contenu de qualité pendant les 3 fucking dernières années. Oui, et la personne est comme, je veux pas que cette personne-là s'en aille parce qu'elle fait partie de ma routine journalière et puis j'aime l'entendre ou j'aime regarder ses vidéos. I 100% get it, là. Comme, vraiment, comme, faut le voir. Tu sais, je pense qu'on est rendu là où les personnes vont payer très cher pour ce type d'entertainment-là. Avant, ils allaient payer très cher pour t'allais voir le show de Metallica au centre Vidéotron, puis t'allais payer 350$ ton ticket. Oui. Tu comprends-tu? Est-ce que maintenant, les gens vont payer là-dessus ou est-ce que la valeur a changé? T'sais, les shows online, par exemple, est-ce que le monde va payer peut-être moins cher pour un show online? Ou les personnes qui vont aller comme payer cher vont payer très, très cher pour un show de Metallica, mais ça va être beaucoup plus privé. Comment est-ce que ça va faire évoluer les choses? Je pense que la pandémie a comme vraiment comme speedé up les affaires. Mais je suis dans cette réflexion-là par rapport aux offres et aux offres et puis aux opportunités des nouveaux médias, justement, d'aller chercher cette part-là, si tu veux, de marché, là, on est vraiment en plein dedans. C'est un petit bout de temps qu'on est dedans, mais là, on est en plein dedans où les choses changent rapidement. Puis juste, quand je suis sorti de mettons, dans mon prime d'Instagram, si on parle de entre 2015 et 2016, c'était de même, 2017, je commençais à avoir des demandes de OnlyFans. Je connaissais rien là-dedans. Je te l'ai regardé un peu. J'étais comme, ça marchera jamais, ça, c'est une affaire de genre semi-fétichiste puis du soft porn payant. Je suis pas là. Puis je suis comme, moi, je sais que c'est pas quelque chose que je vais offrir ever. Puis à l'inverse, je suis comme, tout ce volet-là, t'as déjà beaucoup de contenu gratuit. Je suis comme, c'est un genre de modèle d'affaires qui est brisé. Turns out, ça va très bien, leurs affaires. Fait que je suis comme, OK, non, il y a un shift. Les gens, genre, sont... En même temps, c'est là, je pense, l'angle, c'est la suraccessibilité au contenu maintenant qui fait que tu es prêt à payer pour une curation. On paye pour avoir de quoi, de justement comme ne pas avoir à chercher. On paye. C'est des memberships de lâcheté, de paresse à la limite, là. Fait que je suis comme, OK, il y a un angle à exploiter là si on est à l'aise d'aller dans ces routes-là. Ben, c'est quand la personne va aller plus deep avec c'est ça, la personnalisation, avec l'input. Tu sais, tu regardes du soft porn, c'est juste le gars, il veut juste comme
que la fille qui se touche dise son nom une fois, là, tu sais. Genre, Oui, mais il va payer 250$ par année juste pour ça. j'en ai des chums qui n'ont des comptes OnlyFans, pis pour vrai, genre, ils font une publication qui sont, tu sais, comme sont habillés pis tout, pis c'est juste vendre l'imaginaire. Ouais. Puis, tu sais, ils font un petit 100$ facile avec une publication. Je suis comme, entre être un influenceur Instagram puis devoir te putasser pour n'importe lequel, là, genre, t'as le contrôle complet sur le IP puis le créatif, puis tu fais autant. Je suis comme, ah! C'est justement là que le shift entre l'attention et l'attention payante, ou l'attention gratuite et l'attention payante, c'était comme, est en train de se faire, ou c'est possible maintenant de le faire. Avant, c'était plus difficile pour un influenceur. On parlait comme de l'influenceur pour monétiser. Puis t'arrives, bon, ben, l'influenceur, lui, il ramasse des likes, puis des follows. Puis la façon dont il va monétiser, c'est avec du branded content ou pousser certains produits, etc. Maintenant, c'est rendu plus difficile, c'est beaucoup plus régulé par Instagram. Admettons, il faut que ce soit très clair, que ce soit comme, tu sais, donc on trouve maintenant des façons où c'est by the people, for the people. C'est comme, hey, me voici, tu m'aimes-tu? Voici un endroit où ce qu'on peut devenir comme, on peut augmenter, on peut avoir une relation un peu plus, tu sais, proche. Puis, honnêtement, moi, je mène pas ça. C'est sûr qu'il y a des déviances. Tu regardes OnlyFans, etc. C'est la porte ouverte à tout. Mais regarde, écoute, dude, this is what it is. Il y en a d'autres, comme je te dis, il y a Patreon qui va super bien, qui permet à des industries présentement de survivre comme qu'ils peuvent. C'est sûr qu'ils font pas autant. Je pense en particulier, exemple, au domaine de l'humour, qu'il y a des personnes qui se sauvent le cul présentement grâce à leur Patreon. Tant mieux, là. C'est pas du personnalisé, c'est souvent de l'exclusivité, mais en même temps, au final, tu monétises, je veux dire, l'appartenance d'une audience face à toi. Mais le milieu de l'humour, man, c'est un exemple parfait, là. Puis j'ai l'impression que ce qui est bon, c'est que les humoristes deviennent plus entrepreneurs maintenant. Oui. Où avant, ils arrivaient, c'était des artistes, et puis ils avaient leur affaire, ils entraient dans une agence, puis on les bouquait là. Maintenant, c'est comme, regarde, écoute, le gros, là, on a plus de scène à te mettre là, dessus, là. Fait qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix de prendre en charge ta destinée d'une certaine façon, puis d'être constant avec ta création de contenu, de créer des choses et de l'engagement sur certaines plateformes, puis tout te faire payer, tu sais, pour peut-être, c'est ça, des shows privés, des shows privés, des shows online, des affaires qui vont t'amener. Ça te permet de réduire tes costs. Tu sais, un humoriste au Québec qui veut aller faire la tournée des salles, les premiers à voir, j'imagine, ça dépend, mais comme le chiffre que j'entends tout le temps parler, c'est tes premiers 50 000 billets, là, tu vois pas une crise de scène de ça, là. Mental. Ça veut dire que, tu sais, au niveau de tes contrats, puis tes costs d'opérer la salle, puis tout, c'est cher, là. Patreon, je veux dire, tu fais moins de contenu, t'en fais plus régulier, t'es fait organique, t'acceptes, t'as pas la pression de créer un 2 heures que les gens vont rire du début à la fin. Tu peux juste show up, puis vu que t'es niaiseux, ben t'es diverti au même niveau, puis ils vont payer moins cher, mais ils vont payer plus longtemps. C'est pas vrai qu'une personne, un humoriste, si t'es capable d'aller chercher 2 fois une facture d'un même client, ça va bien en crise tes affaires, là. Alors que là, c'est qu'aller chercher une facture récurrente mensuelle pendant 1 an et demi parce que tu fais juste des niaiseries en ligne, good bet, là. Ben c'est bon, puis ça augmente aussi ta valeur intrinsèque quand ça vient à des événements live, à des événements comme quand, tu sais, quand j'ai l'impression que quand l'accès aux personnes humaines va réouvrir, la valeur de ces personnes-là va augmenter. Fait que comme je t'ai dit tout à l'heure avec Metallica, mais ça peut être n'importe qui, ou ben le monde va peut-être payer 1000$ pour une expérience privée avec, je sais pas moi, des humoristes, ce qui est comme une humoriste, bon, le Rosalie Vaillancourt ou whoever qui est comme qui est hot sur les médias sociaux puis sur Internet. Tu sais, tu peux vraiment comme amener c'est ça, des higher ticket items plus tard, tu sais. Fait que j'ai l'impression, c'est ça, le modèle change, puis que ce soit sur de l'advertising, que ce soit de la façon dont les gens vont payer, est super intéressant. Puis c'est vous autres de vous regarder, ben, de dire comment est-ce que où est-ce que je fit là-dedans? Tu sais, où est-ce que l'opportunité allait là-dedans? Et où est-ce qu'il y a du underpriced attention? Tu sais, on parlait de Clubhouse, mais Clubhouse est peut-être du underpriced attention dans certains domaines right now. Tu sais, où il y a beaucoup moins de compétition. Et puis, je pense que les early adopters vont être, tu sais, récompensés d'une certaine façon. Donc, il y a tout le côté, oui, monétisation. Puis même si vous ne monétisez pas right away, puis vous n'avez pas besoin de monétiser l'attention des gens right away,
c'est du brand equity, c'est du brand awareness que vous mettez. C'est un dépôt dans votre compte de banque de brand, OK, que vous amenez à chaque fois que vous faites des choses comme ça. Donc, que ce soit que ce soit Clubhouse, que ce soit faire des vidéos YouTube ou des choses comme ça, malgré que YouTube n'est plus nécessairement comme underpriced attention, maintenant, pour aller sur YouTube, pour avoir de l'attention, il faut vraiment, il faut que tu runs des ads, etc. Comme c'est plus aussi facile. Tu peux pas juste cheater l'algorithme en faisant du keyword stuffing et puis même si ton contenu est excellent, là, c'est de plus en plus compétitif. C'est de regarder où est-ce que l'attention est underpricée, puis comment est-ce que je peux aller chercher, si tu veux, cette part de marché-là. Non, fait que puis c'est là que je commence à me sentir un peu grand-père, mais je m'en fais un devoir de ne pas juste accepter ça comme un fait, là, mais si tu veux rester compétitif, t'as pas le choix de le considérer. T'es pas obligé d'y aller, mais t'as pas le choix d'aller voir. Pour juste t'assurer, puis au pire, tu l'outsources, là. Je veux dire, je me sens dépassé, moi, de toutes ces affaires-là. T'as pas idée. Là. Puis pourtant, je veux dire, j'ai même pas 33 ans encore. Là. Mais comme je veux dire, si je veux rester longtemps en affaires, j'ai pas le choix d'être sensibilisé aux opportunités qu'il y a là, puis de dire, regarde, j'ai pas besoin de comprendre, j'ai juste besoin de comprendre l'opportunité. Tout le reste, je vais aller chercher un expert là-dedans ou quelqu'un qui a du fun, ben un employé peut-être qui est déjà là-dessus puis qui serait prêt à le prendre comme projet personnel, puis plutôt qu'à outsourcer puis dire, regarde, voici 10 000 $ par année pour rouler mon Clubhouse, ben tu augmentes ton employé de 3 000 $ par année comme un projet spécial. Mais il y a tout le côté que tu n'es pas obligé non plus de runner ta propre channel, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont le faire très bien, où tu peux justement leverager les plateformes d'autres personnes. Là, tu peux devenir un power user. Là. Comme honnêtement, puis quand tu regardes le podcast, au niveau anglo, admettons, nous autres, c'est ça qu'on fait. Oui, on va avoir un podcast anglo qui va juste être un backing de contenu, si tu veux, pour notre brand ongoing. Mais la game, c'est d'aller leverager les autres podcasts d'autres personnes. Fait que moi, de mon côté, mon but, là, c'est d'aller m'exposer, de me montrer au maximum d'audience possible, d'autres audiences. Fait que là, on a une stratégie. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. J'en ai-tu déjà parlé sur le podcast? Avec Joey et tout, là? Ouais, on en avait parlé. Hein? Ouais. Fait que puis ça va bien, là, on est booké comme de façon assez constante sur à peu près 2, 3 podcasts, des fois même plus par semaine. Et puis là, on essaie vraiment de raffiner l'audience, de voir, OK, ce type de personnes-là, ça prend un certain nombre de reviews, un certain nombre de downloads, etc. Et puis, on a fine-tuné le process, mais ça va très bien dans un sens parce que eux autres ont besoin de guests, ont besoin de personnes pour aller ils ont besoin de contenu, dans le fond. Oh oui. Et puis nous autres, on a besoin d'eyeballs. Fait que le trade-off est super bon. Et dans le fond, vous pouvez faire la même chose, leverager d'autres plateformes. Puis Clubhouse, j'ai l'impression, va être bon pour ça. Puis encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce que Clubhouse va devenir. We don't know. Tu sais, quand, je ne sais pas moi, Snapchat est sorti, puis on dit, tu sais, comme... Tu sais pas jamais si c'est une fad ou si c'est pas une fad, ou même quand TikTok est sorti, quand TikTok est sorti, c'était comme, c'est juste bon pour, c'est juste les jeunes qui sont là-dessus, c'est juste les enfants de 8 ans qui sont là-dessus. Well, guess what? Non, la quantité de soccer moms qui font des petites danses, là. Bro. Instagram est rendu juste un dépotoir à TikTok, j'ai l'impression, là. C'est pour ça que je vais regarder, je suis comme Chris, rendu là, je veux pas être sur TikTok, puis tout ce que je vois passer, c'est des reshares, des reposts de ce qu'ils font sur TikTok. Je suis comme, why do I care? C'est des reposts de ce qu'ils font sur TikTok, et puis il y a les Reels, il y a un certain process pour les Reels, etc., qui sont pas mal toutes faites de la même façon. Mais ces Reels-là, dans le fond, c'est ce qui amène les plateformes à innover, mais souvent, comme tu regardes, c'est 2 steps behind. C'est juste pour garder les personnes sur la plateforme par convenience. Tu comprends-tu? Mais il y aura tout le temps des plateformes émergentes comme ça. Tu sais, je veux dire, où maintenant, tu regardes au niveau posting, tu sais, Facebook, admettant, tu n'utilises plus Facebook pour du organic posting. Tu n'as plus de reach. Maintenant, Facebook, c'est une plateforme payante. C'est une plateforme d'advertising payante. Ce n'est plus une plateforme d'advertising gratuit. Fait que tu vas où pour ton advertising gratuit? Tu sais? Puis j'ai l'impression que YouTube est un petit peu la même chose maintenant. Où comme tu peux leverager certains channels. Justement, tu leverages des channels, mais pour toi, pour te faire un auditoire organique, c'est beaucoup plus difficile. Fait que tu es aussi bien d'aller collaborer avec d'autres personnes. Les seules façons d'aller chercher des auditoires organiques, c'est sur des plateformes émergentes. Tu sais. Puis TikTok peut être perçu comme une plateforme émergente. Moi, j'ai l'impression que TikTok est même plus émergent. TikTok est déjà installé maintenant. Tu sais. Ça a été tellement vite.
Ça a été tellement vite l'adoption de la masse. Puis ça fait un petit bout de temps qu'il est là, mais ça a été utilisé beaucoup par des jeunes. Maintenant, boum, il y a un massive adoption parce que l'attention, elle est là. Elle est sur ces petites vidéos-là. Et puis maintenant, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la monétisation de ce... Parce que, guess what? La monétisation s'en vient. T'sais, où est-ce que l'attention va... Où est-ce que l'attention est maintenant? Comment est-ce qu'ils vont faire pour vraiment monétiser cette chose-là? Est-ce que ça va être sur des formes de ads? Peu importe, mais there's a play there too. Je veux dire, où ça passe, où l'organique devient payant, d'une certaine façon. Fait que... non, ça va être intéressant de voir. Puis de l'autre côté de la médaille, c'est tout ce qui est, comme je t'ai dit, qu'on voyait comme la norme maintenant. Il y a peut-être une opportunité, tu sais, comme maintenant des shows payants ou des shows live, ou même, tu regardes à ça, je regarde les centres d'achat. Ouais, ça va devenir de l'expérientiel. Là. Ça va être des gros power centers, puis des gros mailles. Ils ont un gros défi parce que justement, ça va être difficile de créer l'expérience que tu vas pouvoir avoir dans un outlet, qui est plus chacun sa porte, chacun sa petite bâtisse, puis tu fais ce que tu veux avec. Mm-hmm. Fait que non, il y a une refonte, je te dirais, de l'expérience de consommation à plein de niveaux à ce niveau-là. Là. Exactement, tu sais. Puis tout passe à travers, c'est ça, le chiffre des nouveaux médias. Puis encore une fois, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est en plein dedans, puis on spécule de ce que ça peut devenir. Mais honnêtement, comme we don't know, mais moi je trouve ça tellement intéressant de voir comment que ça évolue. Tant mieux que ça t'intéresse, parce que moi, qui risque que je suis pas là, fait que ça en prend un des deux qui s'intéresse. Ouais, mais c'est de savoir après comment est-ce que tu vas chercher. T'sais. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'entreprise, c'est de savoir où est-ce que je dois aller mettre mon attention, mon temps, mon énergie, puis mon attention d'une certaine façon. Mais mon point avec ça, c'était comme, encore une fois, savoir ne pas prendre les anciens modèles comme c'est set in stone parce que ça ne l'est plus, mais de voir comment est-ce que vous pouvez leverager les nouveaux modèles. Il n'y a pas juste des Facebook ads dans la vie. Il y a différentes façons dont vous pouvez aller chercher de l'attention sur ces nouveaux médias-là. Puis comment est-ce que vous allez faire pour aller la chercher puis la convertir en client. Puis la façon dont ça peut prendre forme. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a jamais eu autant de possibilités, qu'on a dit avec OnlyFans, Patreon, you name it. Mais ça prend derrière ça un moteur de vous autres d'être constant. C'est pas une magic pill. Tu sais, que l'Internet, maintenant, tu arrives sur Internet puis you make money. Non, 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 non. La vie est Internet. Non? La vie est digitale. Là. So, c'est pas there's no such thing as an online business anymore. C'est trop intrinsèque. Tu sais, je veux dire, tout est online. Donc, allez chercher. C'est de voir comment est-ce que ça évolue. Bref. Mot de la fin là-dessus. Mot de la fin, c'est que je sais pas, man. Je vais peut-être être obligé de plier puis aller voir de quoi ça a l'air Clubhouse. Comme je pense qu'il y a un besoin de jaser avec le monde. Mm-hmm. Je pense qu'on n'est pas mauvais pour jaser avec le monde. C'est juste de structurer parce que c'est comme je veux pas. Moi, je me mets pas de pression à être partout, absolument pas. Là. Puis ça, je sais que c'est une question de trop de business, essayer de courir après la nouvelle carotte. Puis comme il se crée plus de plateformes que ce que tu es capable de stabiliser. Fait que, si tu es en train d'ouvrir un nouveau channel alors que tu en as un qui n'est même pas huilé, tu perds ton temps. Là. Mais de trouver une façon que ce soit structuré puis qu'au final, que ça amène une vraie business, une vraie valeur à l'entreprise, pas juste à l'audience. Parce que il y a beaucoup de personnes qui présentement sont sur des canaux marketing puis que la seule personne qui en bénéficie, c'est le client, que l'entreprise le fait à la perte ou qu'elle puis elle n'en est pas consciente. Là. C'est une mauvaise utilisation de son temps, qu'il n'y a aucun retour sur investissement. Elle est juste là parce qu'elle pense, puis c'est pas mesuré. Fait que c'est ça que je veux éviter le plus possible. Mais s'il y a un besoin, mais rendu là, c'est la job d'un entrepreneur de répondre à un besoin. Fait qu'à voir, man. Mais la question peut-être à l'auditoire, c'est Clubhouse, yay or nay? Si on décide de lancer un... Ben, de toute façon, il faut qu'on l'explore parce que toi et moi, on n'est pas non plus des... Je t'ai pas posé une question, recule-toi un peu parce que là, tu poses plus loin que ton micro. Yes, OK. 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 Ouais, Clubhouse. Est-ce que vous pensez que les instigateurs devraient aller sur Clubhouse? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Clubhouse? Est-ce que c'est des fireside chats hebdomadaires?
what's the format? On est all ears, we don't know. Puis on va voir, mais ça fait partie justement de la progression et puis de l'émergence de certains nouveaux médias. Et j'ai l'impression, ça me gosse profondément parce que présentement, c'est les masterminds all over again. Je me sens dans une position de ça me tente pas, mais je le sais qu'il y a un besoin et que ça peut aider. Ouais, mais c'est un shift. C'est un shift aussi, tu sais, je veux dire, où le mastermind, justement, qu'est-ce qui devient, où vu que la disponibilité est peut-être là où tu n'as peut-être pas besoin d'aller sur un mastermind ou de payer beaucoup d'argent juste pour avoir de l'information dont tu as juste besoin. Mais ce que ça fait, c'est que les personnes qui ont besoin, peut-être plus de personnes qui ont besoin de ça, mais après, il y a des personnes qui, encore une fois, comme on disait, qui ont besoin beaucoup plus d'attention one-on-one, puis c'est là que le high ticket, si tu veux, devient intéressant, mais il y a peut-être une résurgence, je dirais, du modèle membership qui est intéressante, qui est plus comme elle l'était avant, où c'était juste par rapport à l'information qui était envoyée, mais plus par rapport à l'accessibilité maintenant qui est directement là. Non, fait qu'à voir. Là. Comme je te dis, je laisse tout ça dans les mains de l'auditoire. J'aime ça que tu es parti d'un gars qui était non au Clubhouse, qui comme... Je le suis encore, comme je te dis. Ça me tente pas. Mais en même temps, je sais que mon inconfort à le faire est moins important à mes yeux que l'impact que ça peut potentiellement avoir. Je vais le dire comme ça. C'est comme les masterminds. Mastermind, est-ce que c'est encore le canal que je préfère? Absolument pas. Est-ce que je continue de le faire parce que je suis satisfait de le faire parce que je vois l'impact qu'on a sur notre monde? Oui, absolument. Je veux dire, c'est un mal, à mon sens, pour moi, personnellement, c'est un mal nécessaire pour le bien des autres. Ben, oui, c'est ça, mais après, il faut que ce soit quelque chose, comment je pourrais dire ça, à découvrir, tu sais. Tu sais pas tant que tu sais pas. C'est ça l'affaire. Ouais, je le sais pas non plus. Je suis dans le même bateau, man. Au Clubhouse, je le sais pas, je le connais pas non plus, comme j'ai pas divé deep dedans. Fait que ça va être intéressant de voir si c'est un yay ou un nay, ou s'il y a en tout cas, on verra bien. Mais c'est, tu sais, dans le fond, ma question aujourd'hui, ou mon défi, c'est où est-ce que vous vous situez sur la charte des nouveaux médias par rapport à votre positionnement? Est-ce que vous êtes juste là pour un Me Too? Est-ce que vous êtes là de façon stratégique? Est-ce que vous comprenez où est-ce que ça s'en va? Est-ce que vous savez où est l'attention des gens et elle est underpriced ou elle est sous-évaluée? Et puis, où est-ce que vous pouvez grabber ces choses-là? Et où est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont des auditoires avec lesquels vous pouvez collaborer, des choses comme ça? Donc, où est-ce que vous fitez dans l'écosystème? Plus ça, mon challenge. All right, Matt, bonne semaine, mon chum. On se parle. Ben non, 2 semaines. On se parle aux 2 semaines maintenant. On se parle aux 2 semaines, man. Mais on se parle bientôt. Salut. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.